Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au CAUE du Gard. Je suis très heureux de partager avec vous ce moment, ce dernier rendez-vous de l'agenda 2025 du CAUE du Gard dans le format Café Débat. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Frédéric Gilly, économiste et statisticien, spécialiste des dynamiques urbaines et des politiques territoriales, directeur associé de l'agence Grand Public. Il accompagne entreprises, institutions et territoires dans des démarches de co-construction. Il enseigne également à l'école urbaine de Sciences Po et co-dirige la revue électronique Métropolitique. Et il est moi d'origine. Le CAUE a mis à votre le CAUE a mis à votre disposition à l'entrée une synthèse de son ouvrage La France en perspective imaginée 2050, qui a été publié en 2024 aux éditions Autrement et qui a été coécrit avec Martin Vanier et Aurélien Delpérou. Vous pourrez ainsi apprécier l'ampleur et la richesse de ce travail, si vous n'avez pas déjà vu l'ouvrage, qui articule données statistiques de l'INSEE à l'ONU, recherche académique, enquête de terrain et réflexion sur l'avenir. En urbanisme, en architecture comme en écologie, il est essentiel de distinguer ce qui est passager de ce qui est durable. Le passager correspond aux réactions crises, changement rapide dans les mobilités, débat sur la densité, effet de mode ou fluctuation de l'opinion publique. Le durable regroupe les tendances profondes, vieillissement de la population, inertie des formes urbaines, inégalité territoriale, transformation écologique irréversible. Les enjeux d'aujourd'hui naissent de la tension entre ces deux temporalités. Comment adapter nos villes à l'urgence sans perdre de vue le temps long? C'est la question que l'on peut se poser. C'est cette articulation entre court et long terme que Frédéric Gilly explore dans son ouvrage et dont il va sans doute nous inviter à discuter ce soir. Nous sommes ravis de l'accueillir et je lui donne maintenant la parole en le remerciant infiniment d'avoir répondu à l'invitation. Frédéric, c'est à toi. Merci beaucoup à vous de cette invitation et bonsoir à toutes et tous. En fait, quand on a... moi j'ai un peu deux boulots dans ma vie. Je suis prof, je fais de la recherche en économie, en urbanisme, et puis par ailleurs, depuis maintenant 15 ans, je travaille sur tous les processus de concertation et d'écoute des habitants. Ça vient d'un diagnostic que j'ai fait à la fin des années 2000, du constat que j'écrivais des bouquins, j'écrivais des rapports, j'écrivais des programmes ministériels, présidentiels, etc. Et qu'en fait, j'avais le sentiment que tout ça participait à nourrir une bulle et sans être ancré dans les réelles problématiques des habitants et du terrain. Et en fait, j'ai sorti un bouquin en 2022 qui s'appelait 50 cartes à voir avant d'aller voter. Et à l'issue de cet ouvrage, on avait été un peu mis en tension dans le débat public, dans la presse, sur l'écart qu'il y avait entre le débat politique et médiatique au niveau national, qui nous promet du remplacement, de la défaillance, de toutes les pires calamités, et dans le terrain, au quotidien, quand je travaille dans les entreprises, quand je travaille avec les aides-soignantes chez Orpea, quand je travaille avec les conseillers clientèle chez CNP Assurance ou à la Maïf, quand j'interviens dans des territoires au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en banlieue, dans les zones rurales, il y a partout dans le pays, moi je trouve une formidable énergie. Et j'avais besoin d'essayer de comprendre si le problème venait du fait que les Françaises et les Français étaient complètement naïfs, qu'ils se berçaient, s'illusionnaient d'espoir, mais qu'en réalité, on allait se prendre un mur. Et quand on se prend un mur, comme c'est jamais agréable, on a toujours la tentation de regarder ailleurs. Alors est-ce que c'était ça? Ou est-ce que c'était un effet de plus, de bulle et de déconnexion une sphère médiatique et politique qui vit beaucoup entre elles et qui se fait un peu des films
sur le décrochage du pays, qui aime bien se faire peur, parce que aussi ça fait peur aux gens, et donc ça permet de maintenir des phénomènes de domination et de contrôle. Et donc en gros, on a plongé dans les chiffres pour essayer d'avoir un peu le fin mot de cette histoire. Donc je ne vais pas faire de suspense, la France a un avenir, et il est entre nos mains. C'est la conclusion du bouquin. Si c'était ce que vous attendiez, vous pouvez partir. On va continuer à discuter après. Mais en gros, c'est un chiffre comme ça en passant, mais par exemple, on nous raconte qu'on va avoir le mur de la dette. 100 milliards d'euros pour les écoles, 150. 100 milliards d'euros pour la dette grise de la SNCF. Donc tout ce qui n'a pas été réinvesti ces dernières années, qu'il va bien falloir rattraper à un moment donné. 150 milliards d'euros pour la santé, 100 milliards d'euros pour les universités. Ça fait beaucoup de centaines de milliards d'euros tout ça. Donc on peut à bon droit se dire qu'on ne va pas avoir de quoi investir. Quand on regarde en face, d'ici 2050, la France va créer 100 000 milliards d'euros de richesse. 100 000 milliards d'euros de richesse. Et en richesse accumulée, ce qu'en économie on appelle la formation brute du capital fixe, l'investissement, on va accumuler 20 000 milliards d'euros de richesse. Donc on va pouvoir choisir ce qu'on va faire. En fait, on ne manque pas d'argent. La question c'est où on le prend, où on le met et qui décide. Donc en fait, c'est une question de démocratique et c'est une question de pouvoir. Mais après, une fois qu'on a dit ça, pour faire les choix, il faut savoir à peu près sur quoi on a la maîtrise, sur quoi on a des marges de manœuvre grandes ou petites, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas de marge de manœuvre. Ça va arriver. Après, on peut choisir ou pas d'anticiper. Je travaille en ce moment, depuis maintenant 2 ans, avec l'agglomération de Sète, notamment son nouveau président, qui porte le sujet de manière un peu volontariste sur comment est-ce qu'on adapte le territoire à la montée des eaux. Bon, un poste source EDF, ça s'amortit à peu près en 25 ans. Il y a 100 postes sources EDF qui vont se retrouver sous la flotte d'ici 40 ans autour de Sète. Ça fait beaucoup d'argent. Mais si, au fur et à mesure qu'on doit les changer, parce qu'ils sont amortis, on ne les met pas à des endroits qui sont exposés, en réalité, ça nous coûtera rien. Donc le coût de l'adaptation au changement climatique, c'est juste une affaire d'anticipation. Je fais un peu court, c'est pas juste une affaire d'anticipation. Il y a des dépenses qu'on n'avait pas pensé devoir faire, qu'on va devoir faire. Mais globalement, le coût du changement climatique sur nos villes, il est impossible à payer si on n'anticipe pas, parce que ça va être trop cher. En revanche, si on le fait à chaque fois qu'on doit faire un investissement, on se pose la question de savoir, et dans les 30 prochaines années, pendant la durée de vie de cet investissement, est-ce qu'il va se passer quelque chose de fatal à l'endroit où je veux investir? Est-ce que ça va devenir trop sec, est-ce qu'on va faire des centrales nucléaires? Est-ce qu'on fait les centrales nucléaires à des endroits où, potentiellement, dans 80 ans, il n'y aura plus d'eau dans la rivière? Si on investit et qu'on fait une centrale nucléaire à côté d'un endroit où, dans 80 ans, il n'y aura plus d'eau dans la rivière, et bien en fait, on aura investi une centrale nucléaire pour une demi-vie, et donc en fait, on aura gaspillé de l'argent. Donc il y a plein de questions comme ça qui vont se poser. Mais en réalité, ce que tout cela appelle à faire, c'est à anticiper et donc à regarder vers l'avenir. Et donc qu'est-ce qui se passe? D'abord, le futur, il est déjà largement là. 2050, c'est demain, c'est après. Mais on est en 2025. Si vous regardez dans le rétroviseur, c'est l'année 2000. Vous vous baladez le long du boulevard en 2000, globalement, il y a déjà les arches, il y a déjà les arènes, il y a déjà les rues, la quasi-totalité des bâtiments de la ville. Ça sera pareil en 2050. C'est-à-dire que 95 à 98% du bâti et de la trame urbaine de 2050, elle existe. Elle est là.
Après, il s'est passé des trucs entre-temps. Par exemple, ça n'existait pas en 2000. Et si on se met en 2050, on estime que ce que sera devenu l'équivalent de ça, est-ce que ce sera une puce, est-ce que ce sera une montre, est-ce que ce sera, on ne sait pas, mais on estime que d'ici 2050, il y aura dans ça la puissance de calcul de ce qui est aujourd'hui installé à l'échelle de la planète. Donc on aura tous dans nos poches, en 2050, l'équivalent de la puissance de calcul qu'il y a aujourd'hui à l'échelle de la planète. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire en termes de capacité, c'est-à-dire qu'en gros des bras articulés, des machins, des trucs, vous pourrez sans aucun problème générer une capacité d'intelligence embarquée massive. Mais le cadre dans lequel on vit, il est globalement déjà là. Ensuite, des données qui ne sont pas organisées pour nous permettre d'anticiper. Pas du tout. Les services de l'État travaillent en silo, les services des collectivités travaillent en silo, personne ne se parle. Et donc en gros, l'ADEME fait des trucs, RTE fait des trucs, l'INRA fait des trucs, mais globalement, il y a peu de porosité. Et puis surtout, il y a plein d'endroits sur lesquels on ne réfléchit pas. Par exemple, si vous réfléchissez à l'organisation économique du pays d'ici 30 ans, il n'y a rien. Les seuls chiffres un tout petit peu prospectifs sont dans les annexes et les scénarios de l'ADEME. Et si vous prenez le plan stratégie, France Stratégie, etc., c'est en gros des prévisions d'évolution par emploi à horizon de 7-8 ans et pas au-delà de 2035. Donc il y a un vrai sujet, parce que par ailleurs les données elles existent, par ailleurs il y a des chercheurs qui travaillent, et donc quand vous grattez un tout petit peu, toutes les données on les a. C'est ça qui est le paradoxe. Parce qu'en fait elles ne sont pas mises en récit, elles ne sont pas travaillées et appropriées politiquement. Le dernier élément, c'est que, et j'y reviendrai en conclusion, c'est que ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer dans les 25 ans, c'est pas anodin, c'est inédit dans l'histoire de l'humanité pour au moins quelques millénaires. Car en gros, on va avoir simultanément et en même temps plusieurs bascules anthropologiques qui concernent notre rapport à nous, notre rapport aux autres et à la nature, notre rapport au futur, nos modèles d'organisation sociaux. C'est ce qui est en train de se passer. Je ne parle pas juste de l'intelligence artificielle, c'est en gros les réseaux et l'explosion des capacités de connexion entre nous, c'est le changement climatique et un début de 6e grande extinction. En fait, il y a des bascules comme ça qui sont en train de se produire, qui sont inédites pour des sociétés humaines organisées. Alors, dans ce qu'on voit de manière à peu près sûre comme paysage, il y a 3 grandes bascules. Une bascule climatique, une bascule démographique et une bascule géoéconomique. Ça fournit des grands cadres dans lesquels penser. Bascule climatique, c'est la plus évidente, la plus connue, on l'a sous les yeux, on commence vraiment à la vivre à plein. La France va devenir une cocotte minute, c'est pas juste plus 2,5, 3, 3,5 degrés. C'est des variations. Ça peut être du plus 1 pendant l'hiver et du plus 6 pendant l'été. Ça va être de beaucoup plus grande variabilité, variation des températures, et surtout, au-delà des températures, une explosion du rythme et de l'intensité des événements extrêmes et des catastrophes naturelles. Avec des survenances dans des endroits qui n'étaient pas forcément explosés et des survenances beaucoup plus puissantes dans des endroits déjà explosés. Avec donc des conséquences sur les activités humaines, qu'elles soient agricoles, industrielles ou simplement d'habitat. Pour vous donner une idée, en gros, on estime que d'ici 2050, on aura 74 nuits de canicule à Nîmes par an, hors effet d'îlot de chaleur. C'est-à-dire qu'avec l'effet d'îlot de chaleur, donc l'effet d'îlot de chaleur, c'est quand vous êtes en ville, le béton, le bitume capte les voitures, le métal capte la chaleur pendant la journée, parce qu'on dit 40 degrés, mais en fait c'est 40 degrés à l'ombre. En plein soleil, il fait 60, 65, 70, et donc la voiture elle chauffe, ou les vitres elles chauffent, le bitume il chauffe, et pendant la nuit, il irradie. Et donc en fait, pendant la nuit, vous avez 2, 3, 4, 5, 7
À Paris, souvent c'est 9 degrés entre le centre de Paris et la grande périphérie. Et donc quand vous rajoutez ça, vous êtes à plus de 74 jours de canicule, des nuits caniculaires par été. Perpignan, on est à 3 mois de canicule. Et ça, c'est des choses, vous voyez, l'îlot de chaleur urbain, ça c'est quelque chose qu'on peut réduire. Quand vous mettez de la végétation dans la rue, quand vous mettez de l'eau dans la rue, et ben en fait, vous faites sévèrement baisser l'effet d'îlot de chaleur. Pas de manière uniforme, mais le simple fait d'enlever les voitures, par exemple, déjà, ça réduit de 2 à 3 degrés dans certaines rues les effets. Au-delà de ça, c'est ce que je vous disais, c'est les effets, les effets aussi sur les événements extrêmes et les effets collatéraux de ça. Par exemple, on commence à le voir dans tous les lotissements autour de la ville, toutes les fissures qui apparaissent avec les effets de retrait et gonflement des sols argileux. On estime aujourd'hui qu'on a quasiment 60% des maisons du pays celles qui sont construites dans ces dernières années, qui sont exposées. Et donc ça veut dire, en fait, problème d'isolation, mais aussi pour certains problèmes de structure. Et on va y revenir, mais ça touchera des bâtiments pour lesquels, pour beaucoup, les habitants auront plus de 65-70 ans, et donc en fait un accès au crédit bancaire pour faire des gros travaux compliqués, et donc des vraies questions de comment est-ce qu'on finance de manière un peu solidaire ces attentes profondes. Le deuxième effet de tout ça, c'est sur l'organisation même de nos activités. Donc évidemment, tout ça a des effets brutaux sur les primes d'assurance. On estime les chiffres que commence à sortir la Commission nationale de contrôle des assurances, c'est des augmentations de 700 à 800% des primes d'assurance sur les zones littorales. On commence à avoir des collectivités qui n'ont plus accès aux assurances des communes. Donc ça va poser évidemment des problèmes de sécurité. Et ce n'est pas juste des problèmes de solidarité entre les riches et les pauvres. Ces questions-là, elles touchent tout le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez du grand incendie de Los Angeles au début de l'année, c'était cette année je crois déjà, ou fin de l'année dernière. En fait, il y a eu un petit entrefilet comme ça, mais c'était 3 semaines je crois, un mois avant l'incendie, sauf que toute une zone de Pasadena, pour le coup avec des résidences très très riches, avait été exclue des contrats d'assurance. Donc en gros, ils ont perdu leur maison, mais ils ont tout perdu. C'est-à-dire en gros, ils n'étaient plus couverts par les assurances. Parce que les assureurs ont considéré que le risque était trop élevé. Mais derrière, ça va aussi avoir des effets, évidemment, entre la biodiversité et le climat sur l'agriculture. En 2050, il n'y a plus de forêt dans les Landes, il n'y a plus de prunaux à Agen, il n'y a plus de noix dans la Drôme. Il y a plein d'endroits sur lesquels on n'a plus de vin. Le Bordeaux titre à 14,5 degrés. Il n'y a plus de maïs et de tournesol dans le sud-ouest. Et quand je dis tout ça, c'est en fait un peu liste de calamités naturelles, mais en fait c'est pas du tout un problème en soi. Les agriculteurs dans les Landes ont déjà commencé à anticiper ça. Pourquoi il n'y a plus de forêt dans les Landes? Parce qu'en fait il fait trop chaud, donc le pin se sèche. Et après, vous avez vu ce qui s'est passé dans les Pyrénées-Orientales quand il y a eu un été, puis un deuxième été de sécheresse d'affilée. En fait, quand il a recommencé à pleuvoir, il y a des collines qui sont redevenues vertes, et les collines, c'était mort. Et donc en fait, la nature, elle résiste, et puis d'un coup, elle cède. Et donc en fait, vous allez avoir des pans entiers de la forêt qui vont être victimes d'attaques de champignons, d'attaques d'insectes, Et donc ça, pour anticiper ça, aujourd'hui, ils sont en train de tester, et c'est a priori vers ces essences-là qu'on est en train de s'orienter. La forêt des Landes deviendra une forêt d'épicéas et de séquoias. Dans le sud-ouest, on va planter du mil, du sorgho, du soja. Et le maïs et le tournesol, on est en train de les planter. Il y aura des cultures expérimentales qui tiennent maintenant dans les Flandres. Le pourtour méditerranéen ressemblera globalement plutôt à l'Andalousie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'agropastoralisme au vin,
ça veut dire des oliviers, beaucoup, des agrumes. On commence à planter pas mal de pistaches. Il y a des avocats qui tiennent, en revanche, la frontière par exemple des oliviers, ils sont en train de planter des oliviers dans le Médoc. Ils sont en train de planter des mandariniers sous serre dans le Médoc. Donc pour tester tout ça. Donc ça, c'est les premiers trucs. On s'adapte en faisant évoluer les exploitations et la culture. Et par ailleurs, on s'adapte aussi en faisant évoluer nos goûts. Le comité des vins de Bordeaux considère qu'un Bordeaux à 14,5 en soi, c'est pas un problème, parce qu'il y a 30 ans pour faire évoluer les goûts des consommateurs. Donc ça, c'est des grosses bascules, mais encore une fois, en soi, c'est pas un problème. C'est un problème politique, parce que ça veut dire qu'il va falloir accompagner les agriculteurs, parce que dans la même période, vous avez 80% des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Donc les agriculteurs qui vont déployer l'agriculture de demain, ils sont en train d'arriver, de commencer leurs exploitations. Donc en termes de formation, en termes d'accompagnement, en termes d'équilibre, tout ça, ça peut complètement s'organiser. Deuxième élément, la démographie. Alors démographie, c'est une affaire quantitative et qualitative. Quantitative, à l'échelle de la planète, on dit souvent qu'il va y avoir 2 milliards d'habitants en plus à l'échelle sur la planète. On va passer de 7 à 9, globalement. Et on a l'impression comme ça que la planète est en train de gonfler. C'est pas exactement ça qui va se passer. Parce que la population européenne va rester globalement stable, la population d'Amérique du Nord va légèrement croître, sauf si Trump perdure et arrête complètement le moteur migratoire. L'Amérique du Sud devrait rester globalement avec à peu près la même population. La Chine devrait perdre 2 à 300 millions d'habitants. L'Océanie va rester à peu près stable. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez, en gros, il y a 2 milliards d'habitants qui s'installent ou qui naissent sur le bord de l'océan Indien et un peu en Afrique équatoriale. Donc, on a grandi, pour une part d'entre nous, dans le monde en gros centré sur l'Atlantique. Depuis 20, 30 ans, 40 ans, on nous parle de la zone Pacifique. En réalité, le 21e siècle et la deuxième partie du 21e siècle sera l'océan Indien. Il y a 2 milliards d'habitants qui vont arriver autour de l'océan Indien. Dubaï sera à 5 heures d'avion de 90% de la population de la planète. Ça va devenir une zone, une véritable plateforme qui permettra d'être équidistante de la Chine, de l'Inde, de l'Afrique, de l'Europe. Ça marginalise un tout petit peu les États-Unis au passage. Évidemment, 2 milliards d'habitants sur des zones comme le Bangladesh, comme le golfe de Guinée, etc., qui vont se retrouver sous l'eau, ça pose question. Et ça nourrit et ça alimente beaucoup de débats sur l'afflux migratoire en Europe, par exemple. En réalité, quand on regarde les raisons et les logiques des migrations, vous avez 3 échelles et 3 causes de migration. Vous avez les migrations pour des conflits militaires. Celles-là, elles sont à l'échelle locale. En gros, les gens sont chassés par la guerre et ils bougent à 500 km autour, rarement plus. Vous avez des migrations pour cause climatique. Celles-là, elles sont à une échelle un peu plus grande. En général, c'est des migrations intracontinentales. On va bouger sur des échelles un peu plus longues, 1000-2000 km. Mais à l'échelle, en restant à l'échelle du continent. Et on estime qu'on va toucher plusieurs centaines de millions de migrants climatiques. Mais globalement, l'ONU considère que ça va concerner énormément d'Africains. Mais en fait, surtout en Afrique. Les seules migrations qui font quitter les continents et les espaces culturels et civilisationnels qui sont attachés au continent, c'est des migrations économiques. Or, de ce point de vue-là, en fait, on estime que d'ici 2050, l'Inde aura rattrapé quasiment son gap économique et aura éteint la pauvreté, la très grande pauvreté, moins d'un dollar par jour. On n'aura pas atteint ce niveau de développement en Afrique, mais le train sera bien installé. Et donc, en fait, les migrations planétaires pourraient ne pas du tout atteindre les ampleurs qu'on nous raconte. Voire, ça pourrait être un problème. Parce que quand on se rend là, nous, on va vieillir. On va vieillir et on sera de moins en moins nombreux.
la population française, on estime aujourd'hui qu'en 2050, elle devrait avoir à peu près la taille d'aujourd'hui. Et elle sera passée par un pic autour de 2040, entre 2040 et 2050. Et à partir de 2035-2040, la population active va baisser. La population active va baisser, ça pose deux problèmes. D'abord, un problème assez évident de financement des régimes de solidarité sociale. Et puis au-delà de ça, tout simplement faire tourner les usines, faire tourner les hôpitaux, faire tourner les écoles, parce qu'en fait, il y a de moins en moins de gens pour bosser. Donc on va avoir un vrai problème à terme, y compris le développement. Et donc ça passe par la question de l'attractivité de notre territoire. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, par exemple, sur un des éléments sur lesquels on était très très fort, c'était l'attractivité universitaire. Aujourd'hui, la France accueille moins d'étudiants étrangers que les Émirats arabes unis. On est en train de se casser la figure en termes d'attractivité. Or, un des éléments qui fait que des jeunes viennent faire leurs études, restent et continuent à s'investir et à développer un pays, c'est parce qu'en fait, ils y ont fait leurs études. Donc on a un vrai sujet à assez court terme, en réalité, à l'échelle de vie humaine, c'est-à-dire à 15 ans, de soutenabilité de notre économie. Et quand vous regardez les prévisions de l'OCDE à 2060, ils estiment qu'en gros, la France va accumuler un gap, un écart de croissance assez conséquent avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne, uniquement du fait du différentiel de dynamique de la population active. En gros, on estime qu'en France, on ferait venir autour de 3 millions d'immigrés pour venir bosser. Les estimations, tout ça est très très dépendant à la louche, parce qu'en fait c'est très dépendant des politiques nationales et des choix. Mais en même temps, pas tant que ça. On voit que Meloni s'est fait élire en Italie sur la base de programmes de coupe complet des migrations. Et en fait, le premier truc qu'elle a fait, c'est qu'elle a régularisé. Parce qu'en fait, l'Italie a absolument besoin de force de travail. Et donc, la question, c'est la capacité de la société à accepter, la capacité de la société à s'ouvrir et la capacité à faire une place dans l'espace productif. Et de ce point de vue-là, l'Allemagne et la Grande-Bretagne pourraient accueillir autour de 6 millions d'habitants, en plus, venant d'autres pays, alors que la France, l'OCDE estime qu'au-delà de 3, ce serait déjà un effort colossal demandé à la société française. Et à terme, ça pose des vrais problèmes de dynamique de croissance. Ça, c'est le premier élément, c'est la quantité. Deuxième élément, deuxième phénomène, c'est la qualité. C'est qui. Et évidemment, il y a le vieillissement de la population. Alors, le vieillissement de la population, c'est pas que la France, hein, c'est mondial. La Chine, par exemple, vieillit beaucoup plus vite aujourd'hui que l'Europe, enfin que la France, à peu près pareil que l'Europe. Et elle est aujourd'hui, maintenant, la Chine est plus vieille en moyenne que la France. Et ça va d'ailleurs poser à horizon 2060-70 des vraies questions sur la Chine. En gros, on estime que le Nigeria sera plus peuplé que la Chine autour de 2060. Parce que, en gros, quand je vous disais 2 milliards d'habitants autour de la zone Indo-Pacifique, de la zone indienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire 6 à 700 millions d'habitants au Nigeria, 500 millions d'habitants au Pakistan, 500 millions d'habitants en Indonésie. Donc en gros, c'est des pays qui étaient, moi je me souviens quand j'ai fait mes études, le Pakistan c'était peuplé comme la France, en gros dans 30 ans c'est peuplé comme l'Europe. Change de dimension, quoi. Et ce qui se passe en France, c'est, donc comme dans tous ces pays, le vieillissement, c'est pas juste qu'on est en moyenne plus vieux. Alors déjà, on va tous prendre un an de plus tous les ans d'ici là, mais c'est pas que le pays sera en moyenne plus vieux. C'est pas une transformation de la pyramide des âges qui est aujourd'hui, vous voyez comment c'est une pyramide des âges à l'origine, on appelait ça une pyramide parce que ça a une forme de pyramide. On part 500 et on arrive au fur et à mesure que tout le monde meurt, en fait on perd des gens en route. Puis pendant tout un temps, la pyramide elle a eu une forme un peu de ballon, de rugby, quoi, enfin, où en gros on avait beaucoup d'actifs, un peu moins de jeunes et un peu moins de vieux. Aujourd'hui elle est rectangulaire, globalement, la pyramide des âges.
c'est une tranche napolitaine. Vous avez un tiers de moins de 30, un tiers de 30-60, un tiers de plus de 60. Un gros trait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rajouter une couche de pistache au-dessus de la couche de vanille, de fraises et de chocolat, quoi. C'est une quatrième couche qui n'existait pas jusque-là. La couche des plus de 70 ans. Mais qui, en masse, représentera à peu près pareil. Donc c'est pas tellement... En gros, la pyramide déjà ne devient pas comme le torse de Léon Marchand, quoi. C'est pas un V à l'envers. C'est un rectangle, qui tend à se réduire un tout petit peu à sa base là depuis 2-3 ans sur les questions de chute de la natalité, mais globalement, il faut vraiment retenir que le vieillissement de la population, c'est pas moins de jeunes, c'est autant de jeunes, mais beaucoup plus de très vieux. Et ça veut dire deux sujets. Ça veut dire qu'on a un problème de dépendance de personnes âgées dépendantes qui étaient encore aujourd'hui marginaux en quantité, mais qui dans les 5 prochaines années vont devenir massifs. Et on n'est pas aujourd'hui, on n'est pas du tout équipé ni préparé pour les faire face, et ça va durer pendant au moins 15 ans. Et le deuxième phénomène, c'est que, c'est très bête, mais quand les gens meurent, ils font de la place dans les appartements, ils font de la place dans les villes, ils font de la place dans les villages. Quand ils ne meurent plus, ils occupent la place. Ça veut dire qu'en fait, le vieillissement de la population, il va poser un problème indirect massif pour tous les jeunes qui vont rentrer sur le marché du logement et dont les logements n'auront pas été libérés par ceux qui auraient dû normalement mourir s'ils avaient fait comme leurs parents, mais ils s'accrochent, quoi. Et donc en gros, mais ça veut dire que c'est un élément auquel on ne pense pas beaucoup, mais en fait le vieillissement de la population, d'un point de vue urbain notamment, c'est avant tout, ça a deux dimensions. Le premier, c'est comment est-ce qu'on adapte les espaces publics notamment, ou les bâtiments ou les logements, pour des personnes dépendantes. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut s'occuper des handicapés, on ne le fait pas. Peut-être qu'on va commencer à s'occuper des accès handicapés parce qu'en fait ça va devenir un problème majeur. Les trottoirs défoncés, les trottoirs avec des pics, aujourd'hui c'est un problème pour ceux qui sont en fauteuil, qui ont des poussettes ou qui ont une jambe en plâtre. Quand ça va devenir un problème majeur pour tous ceux qui ont des déambulateurs ou des fauteuils, ça va poser un problème sur la vie commune en ville. Donc on va avoir un sujet de ce point de vue-là, mais surtout, de manière très concrète, on a besoin de construire des logements pour que les jeunes puissent prendre leur indépendance, parce qu'en fait, ils vont avoir besoin de logements pour eux. Et notamment dans plusieurs territoires du pays, en 2050, il y aura plus de jeunes qu'aujourd'hui. Dans les grandes villes, on estime qu'il y aura plus de jeunes en 2050 qu'aujourd'hui. Parce que les populations sont plus mobiles. Et dernière grande tendance, transformation géoéconomique. Alors, on a deux éléments qui pèsent sur les mutations économiques. C'est, en gros, si vous prenez les fonctions très classiques dans les manuels d'économie, capital, travail. Où est le capital et où est le travail? Où est la quantité et la qualité de capital? Où est la quantité et la qualité de travail? Et greffé à ça, vous avez la question du potentiel technologique. Et en fait, tout ça va bouger. Sur la question du travail, on a déjà parlé de la question de la quantité. En qualité, il y a une bascule qui est en cours, c'est-à-dire que les innovations d'aujourd'hui, elles sont faites par ceux qui ont eu des diplômes en gros à Bac+3 il y a 20 ans. Ils sont techniciens, ingénieurs, chercheurs, et dans les laboratoires, ils inventent, ils testent, ils innovent, ils font de l'itération. Où étaient localisés en 2000 les diplômés, ceux qui font les inventions aujourd'hui? Alors en fait, vous voyez, c'est le petit graphique en bas à droite. En 2000, 17%
80% des diplômés à Bac+3 étaient aux États-Unis, 17% en Chine, 12% en Russie, 10% au Japon, 10% en Inde et 9% en Europe. C'est en gros, c'est là, et c'est assez représentatif aujourd'hui des dynamiques de création de brevets. Ceux qui feront les innovations de 2050, c'est ceux qui seront diplômés en 2030. Donc globalement, on sait à peu près anticiper où seront les innovateurs, donc les créations de richesses, mais aussi les créations de normes de 2050. C'est un quart en Chine, un quart en Inde, et un quart tout cumulé, Japon, États-Unis, Russie, Union européenne. Ça veut dire que on voit ce qui se passe par exemple aujourd'hui dans le monde de l'automobile. On avait une industrie automobile très puissante, et en 10 ans, entre les batteries et les logiciels, en fait, on s'est fait siphonner une grosse partie de notre industrie automobile par les Chinois. Bon, en gros, et qu'est-ce que ça ouvre quoi derrière? Ça ouvre le fait que c'est eux qui vont potentiellement faire les innovations de demain, et avec les innovations, vous avez quoi? Vous avez les champs réglementaires qui vont avec, vous avez les modèles d'organisation sociaux et technologiques qui vont avec. C'est-à-dire que quand vous maîtrisez le rythme de développement technologique, vous pouvez peser et organiser les schémas d'innovation sur la base de vos modèles réglementaires et donc de vos visions et de vos valeurs politiques. Quand vous perdez la maîtrise de la technologie et de ceux qui inventent, vous perdez en partie la capacité à réguler, parce que vous ne pouvez pas anticiper, vous êtes obligé de faire des régulations à la remorque pour vous adapter. Vous ne pouvez pas peser en direct sur ceux qui font des innovations par du contrôle politique classique. Donc ça pose un premier problème de cette nature-là. Par ailleurs, le boom technologique associé au numérique se traduit par une consommation accrue de ressources, et il n'y en aura pas pour tout le monde. Pour vous donner on regarde un peu dans le rétroviseur, 19e, 20e siècle, première révolution industrielle, on cherche quoi? On cherche du charbon, on cherche du fer, et résultat, on se fout sur la gueule avec les Allemands, parce que entre la France et l'Allemagne, il y a pas mal de fer et de charbon. Deuxième révolution industrielle autour du pétrole et du gaz. Qu'est-ce qu'on fait? On les fout sur la gueule depuis 50 ans, surtout le Moyen-Orient et le Golfe Persique. Là, la prochaine révolution industrielle, les ressources rares pour lesquelles on va se bagarrer, c'est ce qu'on appelle les terres rares. Ce n'est pas des métaux précieux, c'est juste des terres qui sont compliquées à aller chercher. Donc en gros, ça veut dire aller les trouver et les raffiner. Et où est-ce qu'elles sont? Elles sont, alors en Chine, vous avez 86% de capacité de raffinage. Mais en fait, la Chine n'a pas le contrôle ni le monopole des ressources. Alors, il y a un endroit en Chine où il y a énormément de ressources, c'est les hauts plateaux du Tibet et les territoires du peuple ouïghour. Vous comprenez pourquoi est-ce que la Chine n'est pas prête à lâcher les Ouïghours? C'est parce qu'en fait, sous les pieds des Ouïghours, il y a parmi les principales ressources stocks de terres rares de la planète. Vous avez aussi tout le Kazakhstan, le Kirghizistan, c'est pour ça qu'en fait, on est super copains de plus en plus avec ces gens sympathiques, un peu autocrates, mais bon. Si la France les présidents français avaient peur de faire des affaires avec les dictateurs, ça se saurait. Donc en gros, Asie mineure, Asie centrale, Grand Lac, donc tout ce qui se passe en ce moment entre le Congo, le Rwanda, en fait vous avez des guerres d'influence entre la Russie, la Chine, l'Europe et les États-Unis pour garder le contrôle de ces zones-là, et la bande sahélienne. D'où le fait que, par exemple, entre les États-Unis, l'Europe et la Russie, et la Chine, ça soit également très très tendu, Nord Niger, Sud Mali, etc. en ce moment. Et ça se passe dans un contexte dans lequel, en fait, on va avoir à décarboner notre économie et
En gros, l'énergie de 2050, elle sera essentiellement électrique au pays. Et pour le moment, nous n'avons installé, sous quelque mode que ce soit, qu'à peu près 20% de l'énergie dont nous aurons besoin et que nous consommerons en 2050. Parce qu'on n'a pas assez développé l'éolien par rapport terrestre en mer par rapport à nos voisins, parce qu'on est un peu au bout de nos réserves hydrauliques, parce qu'on va avoir à désinstaller toutes nos centrales nucléaires et que pour le moment on ne les a pas remplacées. Et donc en gros, on a aujourd'hui 80% de notre potentiel de production énergétique de dans 30 ans à installer, parce que sinon en fait, vous allez me dire comme on ne sera plus là, en parallèle de ça, qui sont les transformations géoéconomiques, il y a des bascules sur la façon dont on se branche individuellement et collectivement sur l'organisation économique. D'abord, il faut avoir en tête que depuis 2003, globalement, en France, il n'y a plus d'ascension sociale. Il y a un tout petit peu d'ascension sociale pour les femmes, mais qui est uniquement liée au recul du plafond de verre. C'est-à-dire que si vous enlevez l'effet purement générationnel qui est qu'en fait, comme l'égalité progresse doucement, mais malgré tout elle progresse, mécaniquement, il y a plus de femmes aujourd'hui qui ont des postes de cadre ou de techniciennes que leur maman. Mais c'est pas lié au fait que la société leur a permis l'émancipation vachement accélérée, c'est juste qu'en gros, leur mère avait absolument pas la possibilité de l'être. Donc, mais si vous contrôlez par ce pur effet de recul du plafond de verre, les femmes ont le même destin que les hommes, c'est-à-dire en gros depuis 2003, il n'y a plus d'ascension sociale. Est-ce que ça veut dire qu'on est un pays qui stagne? Pas forcément. Ça veut dire que le regard qu'on porte sur les métiers d'encadrement, sur ce qui fait la valeur dans le métier, est peut-être en train de changer. Et que les catégories sociales à l'aune desquelles on mesure l'ascension sont un peu obsolètes. De toute manière, on va avoir un petit sujet, parce que quand vous regardez quels sont les métiers dont on va avoir besoin en 2050, en fait, on a beaucoup de besoins de métiers du care, on a à tous les niveaux du care, c'est-à-dire en gros les enseignants, plus gros besoin d'ici 10 ans, c'est les enseignants. On a besoin de trouver 600 000 enseignants, et on les a pas. Mais sinon, au-delà de ça, vous avez essentiellement beaucoup de métiers du care. Et quand vous interviewez notamment les personnes qui travaillent dans les EHPAD, elles vous disent en gros, en fait, c'est pas attractif évidemment, parce qu'en fait le métier n'est pas vendeur, parce que les tâches sont spécialisées, et qu'en fait personne n'a envie de passer sa journée juste à faire des douches. Et donc en gros, tant qu'on ne va pas diversifier les métiers, revaloriser les tâches annexes, organiser une diversification des tâches à l'intérieur des établissements et à l'échelle de la société, en fait, la dimension humaine, elle ne peut pas être valorisée, et si la dimension humaine n'est pas valorisée, en fait, le métier n'est pas attractif. Et donc, en gros, on a un besoin collectif de revalorisation, mais pas juste de revalorisation salariale à la fin du mois, de repeigner collectivement à quel métier on attache de la valeur, à quelle tâche on attache de la valeur, et comment on s'organise pour rendre ces tâches-là utiles. En même temps, on est en train d'amorcer dans le même mouvement une bascule qui a trait au changement de notre regard sur ce qui fait la richesse. Moi, quand j'ai fait mes études, c'était il n'y a pas si longtemps que ça non plus, mais je me souviens que donc, les études d'économie, et le Bhoutan, avec son indice de bonheur national brut, faisait rire pas mal les étudiants. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, l'ONU produit chaque année un indice de bonheur national brut par pays. Et quand vous regardez comment il est composé, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des travaux statistiques qui le décomposent. Vous voyez qu'en gros, il est composé pour un gros tiers, un petit tiers, du PIB.
quart, petit tiers. Pour un gros quart, par ce qui a trait à la santé, en gros, espérance de vie, qualité du système de santé. Pour un gros quart, une spécificité nationale qu'on n'arrive pas à déterminer. Et puis, pour le dernier quart, celui-là, pour le coup, on arrive à le mesurer, c'est un panel de corruption, liberté ressentie et générosité. Et en fait, la France se classe dans le top 20 à peu près sur tous les précédents trucs, et dans le entre 140 et 160e place sur la générosité, sur le sentiment de vivre dans un pays libre, et sur le sentiment de vivre dans un pays qui n'est pas corrompu. En gros, si les Français se ressentaient et se vivaient aussi généreux que les Américains et les Anglais, aussi libres que les Polonais, les Lituaniens et les Tchèques, et aussi préservés de la corruption que les peuples slaves, on serait le pays le plus heureux du monde. Et donc en gros, ça veut dire qu'avant de se bagarrer pour avoir un demi-point de PIB dont l'effet sur le bonheur global sera marginal, on pourrait se bagarrer en mettant la même énergie sur le fait d'être plus généreux les uns envers les autres, plus libres d'agir et un peu moins corrompus. En fait, ça aurait un effet sur le bonheur des gens beaucoup plus ample. Et ça a des conséquences sur la façon de se rapporter à l'économie, sur les équilibres entre où et comment est-ce que dans les 20 prochaines années, on va mettre notre attention et on va organiser nos débats techniques, économiques. D'un point de vue du bâti et de nos villes en tant que lieu dans lequel on vit, il va y avoir plusieurs éléments. D'abord, il y a le changement climatique, qui va avoir comme conséquence un besoin d'accéder en proximité à du vert. En gros, en 2050, on n'aura pas réduit toutes les passoires thermiques, on n'y arrivera pas, parce qu'on ne saura pas s'organiser pour le faire. Techniquement, on pourrait, mais en fait, on peut déjà anticiper qu'on ne saura pas s'organiser. Et ça veut dire qu'on aura des gens qui vivront avec 50 degrés dans leur maison. Donc en fait, il faut absolument, ce qu'on a pu voir d'ailleurs pendant le Covid, c'est que quand vous restreignez les déplacements des gens, vous avez des gens qui sont victimes du fait qu'à proximité, ils n'ont pas d'espace vert, ils n'ont pas d'espace préservé, ils n'ont pas... Donc il y a une nécessité absolue de faire en sorte que nos villes offrent dans un rayon de proximité pour chacun de ceux qui n'aura pas dans sa maison l'abri qu'elle devrait lui fournir normalement, pour que les gens puissent quand même se tenir un peu à vivre correctement et que leurs enfants ne soient pas dans des fournaises, etc. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la mobilité. On voit que malgré tout ce qui se dit, en fait, les gens sont de plus en plus mobiles. Mais on n'est pas à égalité devant la mobilité. Plus on est diplômé, plus on est mobile. Quand un couple déménage, en fait, la femme, généralement derrière, peine beaucoup plus que le mari à retrouver du boulot, en partie parce que c'est souvent la mobilité professionnelle de l'homme dans un couple qui détermine la décision de se déplacer et pas celle de la femme. Et donc en gros, pour le moment ça fonctionne comme ça, mais de fait, le rééquilibrage à l'intérieur des couples, les doubles carrières, sont en train de mettre ces éléments-là en tension et de profondément changer ces choses-là. Le troisième élément, c'est l'organisation de la famille. Au début des années 2000, on a vu monter fortement le pourcentage de familles recomposées. Et vous avez eu plein d'articles disant en fait la famille recomposée, nouvelle Eldorado, nouvelle organisation familiale. Quand vous regardez les chiffres, c'est stagnant. Ce qui augmente, c'est les familles monoparentales. Alors, est-ce que ça veut dire que ma génération, on vit tous tout seul? C'est pas exactement ça. C'est plutôt que, en fait, l'INSEE mesure la famille à partir du logement. Et alors,
quand vous vous recomposez, vous avez 2 enfants, mettons, ou 3, d'une première union. Vous vous retrouvez avec quelqu'un qui a 2 ou 3 enfants d'une première union. Vous vous retrouvez à quoi? 6, 8. En fait, ça commence à devenir compliqué de trouver un logement, même si vous avez 2 enfants et 2 enfants, ça fait 6. Ça veut dire trouver un logement pour 6, c'est très vite très cher. Comme c'est très vite très cher, on s'arrange, on se sert. Comme on se sert, on se marche sur les pieds. Quand on se marche sur les pieds, on passe pour marcher sur les pieds, on se sépare. Bref, une tentative, 2 tentatives, résultat de manière très pragmatique, qu'est-ce qui se passe derrière? La plupart des couples aujourd'hui choisissent, quand ils se recomposent, de ne pas réemménager ensemble et d'organiser leur vie, les week-ends, les soirs, en alternance, etc. Mais en fait, les enfants sont en alternance, mais les parents aussi sont en alternance. En fait, c'est des familles, pas disloquées, mais recomposées, y compris dans la structure même, de la façon même dont on s'organise. Mais ça a des conséquences directes sur l'organisation de l'offre et de la demande de logement. C'est-à-dire que vous avez besoin, à certains moments, d'espace pour vous. Alors ça va augmenter encore avec les aidants. C'est-à-dire qu'avec l'explosion des familles de la dépendance, vous allez avoir des phénomènes de personnes qui habitent plus dans la ville, mais qui vont venir aider papa, aider maman, aider tata, aider tonton. Et donc en gros, résultat, il va y avoir un besoin de logement d'appoint, mais accessible et dans lequel, on n'aille pas à l'hôtel, quoi. Donc comment est-ce qu'on va organiser nos villes pour que les tailles des logements soient adaptables, parce que nos familles sont devenues à géométrie variable. Et il y a quand même un petit élément, c'est que dans ce qu'on estime, ce qu'on prévoit, c'est que dans les 20 prochaines années, le phénomène de adultes solo au moment entre 30 et 45 ans va doubler par rapport à ce qu'il était au début des années 2000. Donc le train des individus et des bouts de famille à part, et pas pris dans un papa, maman, 2 enfants, un chien, une pelouse, 2 voitures. Enfin, ça c'est le XXe siècle, et c'est over, quoi. Toutes les tendances au monde que ça s'organise de manière complètement différente. Et ça ne veut pas dire qu'on sera seul. Ça veut dire qu'en gros, on va se recomposer, on va être pendant un temps en colocation avec des copains, pendant un temps on va se mettre en ménage, on va avoir un enfant, puis après on va se séparer, on va se remettre, puis on va se redémettre, on va se remettre, on va se redémettre, puis après on va vivre avec des copains, puis après on va être aidant. Et ce truc, en fait, il se trouve que ça a toujours été plus ou moins aussi varié, une vie humaine, mais jusqu'à présent, ça se posait, ça se pensait dans des cadres bâtis stables. Là, pour le coup, ça varie tellement, et dans des proportions telles, que ça ne pourra plus se faire dans les cadres bâtis actuels. Or, ce qu'on fait au début, le cadre bâti ne va pas bouger. Donc il va falloir qu'on pousse les murs, qu'on les réorganise, et qu'on s'arrange un peu sur tous ces sujets-là. J'avance, j'ai bientôt fini. Comment ça se traduit comme ça à l'échelle nationale? En fait, c'est compliqué de prévoir où et comment les gens vont arriver, parce que de ce point de vue-là, on n'a que le rétroviseur de ce qui s'est passé dans les années précédentes. Or, tout va bouger. Donc on ne sait pas, par exemple, quand vous regardez l'héliotropisme, donc le fait de se déplacer vers le sud, l'ouest, et le soleil et la mer, c'est un truc qui apparaît dans les années 70. Avant, les gens ne faisaient pas de l'héliotropisme, ils faisaient de l'hélitropisme vers les mines. Mais sauf que les mines, elles ferment. Au même moment, il y a la tertiarisation de l'économie, et donc en gros, les gens disent, ok, il n'y a plus de boulot dans le nord, et en plus, il y a du soleil dans le sud. Donc, on va dans le sud. Sauf que là, dans le sud, il va y avoir beaucoup de soleil. Et il se trouve que dans le même mouvement, il y a de plus en plus de boulot dans le nord. Parce que la résilience économique du tissu industriel du nord, mine de rien, malgré tous les discours, elle a été assez prononcée. Et il se trouve qu'aujourd'hui, l'arc rhénan, enfin le nord de la France, c'est vraiment, et le nord et l'est de la France se sont vraiment accrochés à l'arc rhénan. Donc toute la dynamique économique des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Allemagne et de la Suisse, en fait aujourd'hui, quand vous regardez les migrations transfrontalières
d'une région à la région voisine, mais qui n'est pas située dans le même pays. Le principal pays fournisseur de migrants transfrontaliers, c'est la France. On envoie des centaines de milliers de travailleurs tous les jours au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse. Et en fait, ça fait des années que ça dure, et ça commence à se traduire aujourd'hui par le fait que vous aviez au début des petites délocalisations de proximité. Et en gros, des usines allemandes qui ouvraient autour de Saarbrück, etc., en proximité de la frontière. Là, aujourd'hui, le desserrement de proximité des industries rhénanes descend à 70, 80, 100 km autour de Metz, voire au-delà. Et donc, en gros, c'est en train de... Enfin, c'est à l'échelle européenne, en se jouant un tout petit peu des frontières, en fait, le nord-est de la France est en train de s'arrimer au principal moteur économique de toute la zone Europe. Donc, potentiellement, ce qui fait qu'on partait du nord vers le sud, c'est parce qu'il y avait du soleil dans le sud et qu'il n'y avait pas de boulot dans le nord. Il y a trop de soleil dans le sud et il y a du boulot dans le nord, potentiellement dans 25 ans. Et donc, en fait, peut-être que ce qu'on a vu, je dis peut-être parce qu'on n'en sait rien, mais peut-être que ce qu'on a vu dans les 30 dernières années, enfin dans les 50 dernières années maintenant, 60 dernières années, va à nouveau basculer à la faveur du fait que en fait, les gens sont plus mobiles et donc sont moins dépendants de l'endroit où la vie les a amenés, et que les bascules dont je viens de parler vont potentiellement entraîner des remigrations de nordistes chez eux. Autre élément à avoir en tête, les effets sur les marchés de l'habitat du vieillissement de la population. Alors on a essayé de faire ce que les agents immobiliers ne savent pas faire à 3 mois, c'est-à-dire prédire le cours de l'immobilier. On s'est dit, mais on est vachement plus malin qu'eux, on va le faire nous dans 20 ans. On va dire le prix des maisons dans 20 ans. En réalité, ça paraît fanfaron ce que je dis, ça l'est un peu parce que je caricature évidemment, mais au-delà de ça, une dynamique de prix sur le marché immobilier local à 3-4 mois, c'est compliqué à prévoir pour plein de raisons de cycle économique. À horizon 20 ans, c'est d'une certaine manière plus simple parce que vous manipulez les dimensions démographiques, offre et demande de population. En gros, vous avez aujourd'hui sur la carte à droite, par exemple, les départements en sombre sont les départements dans lesquels plus de 50% des logements sont possédés et occupés par des propriétaires qui avaient plus de 65 ans en 2020. On applique une petite table de mortalité. Et 25 ans plus tard, il ne reste plus grand monde. Résultat, en gros, on estime que si vous faites ça âge par âge, avec les tables de mortalité prévisionnelles, vous vous retrouvez avec une dizaine de départements pour lesquels, entre 2035 et 2040, vous avez 50% du stock de logements qui revient sur le marché. En fait, 50% du stock de logements, quand vous avez un actif et que 50% de l'actif revient massivement sur le marché, ça fait un crash. Ça va avoir deux conséquences. La première, c'est que tous les départements ne sont pas logés à la même ancienne. Donc vous avez des gens qui sont partis faire leur retraite à un endroit, par exemple en Dordogne ou dans le Lot. Et vous en avez d'autres qui, avec les mêmes caractéristiques, sont partis faire leur retraite dans la Drôme ou dans le Jura. Et bien en fait, vous avez eu la même vie. Et au moment de mourir, il y en a un qui va céder rien, ou quasiment, et l'autre qui va céder 1 million, ou 500 000, ou 400 000, ou 300 000 euros de biens immobiliers. Parce que le marché sera fondu. Et surtout, implicitement, depuis 20 ans, on ne se préoccupe pas du 5e risque de la sécurité sociale et le risque de dépendance, parce que implicitement, on dit les boomers, ils ont bien vécu, et bien en fait, ils vendront leur patrimoine pour payer leur EHPAD. Sauf que, vous avez lu Astérix et la Zizanie, le sesterce,
et on n'a plus rien à valoir du tout. Ben, le truc, c'est qu'en fait, quand vous arrivez à la fin de votre vie, et que vous habitez dans un département où il y a eu un papy crash, et bien en fait, vous ne pouvez pas payer votre épargne, parce que votre maison ne vaut plus rien. Donc en gros, le régime par capitalisation pour les retraites et la dépendance assis et adossé, enfin pour la dépendance, adossé sur la valeur immobilière des biens accumulés au cours de l'existence, va générer une profonde inégalité territoriale à l'échelle du pays et des violentes tensions sociales, si ce n'est pas un minimum anticipé, avec de la grande misère pour certaines personnes qui seront en situation de dépendance aiguë dans des territoires où il n'y aura pas d'offre de santé, ils seront captifs, il n'y aura pas de mobilité et il n'y aura pas de... Enfin, donc on va avoir des... Mais ça, vu qu'on le sait, il n'y a plus qu'un. En fait, ce que je dis là, ça montre bien que, en réalité, depuis le début de ce qu'on tout est anticipable quasiment. Ça ne veut pas dire que tout est simple. Ça ne veut pas du tout dire que tout est simple. Il y a des choix, et en fait, dans toute la dynamique dans laquelle on va traverser, chacun individuellement, on va avoir des opportunités et on va avoir des renoncements. Il y a des trucs auxquels on tient et qu'on va perdre. Et il y a des trucs qu'on ne connaît même pas et qu'on va vachement kiffer. Le truc, c'est que ça, d'abord, tout le monde ne va pas autant kiffer et tout le monde ne va pas autant perdre. Mais c'est pas forcément les plus pauvres qui vont le plus perdre et les plus riches qui vont le plus kiffer. Ça va taper un peu au hasard. Le seul truc, c'est que on sait tous, on l'a vu maintenant, il y a pas mal d'études de neuropsychologie là-dessus, il y a une très profonde aversion à la perte. L'humain est averse à la perte. Et donc en gros, si on n'a pas des mécanismes de réassurance, on ne va pas voir ce qu'on gagne. Le seul truc qu'on va voir, c'est ce qu'on perd. Et donc en gros, on va tous se mettre en mode défense, pas touche à ce que j'ai, sans voir ce qu'on gagne à côté. Donc en gros, on voit bien qu'en gros, que ce soit sur la transition agricole, la transition industrielle, la transition écologique, la transition sur les équilibres entre genres. Pour quelle raison est-ce que... regardez qui gueule sur les plateaux de télé, à part 2-3 cautions, c'est des vieux mecs blancs. En gros, c'est l'incarnation de ce qui est menacé dans le monde de demain, qui est divers, qui est féminisé et qui est plus jeune. Et donc, en gros, ben voilà, et ça, on va l'avoir sur tous les sujets. C'est intéressant, c'est une anecdote, mais vous avez là deux cartes qui représentent le montant moyen reçu par les exploitations agricoles en subvention. Donc là, vous avez l'historique, la grande exploitation céréalière du bassin parisien. Là, c'est en dynamique. Dans quels endroits et dans quel département est-ce que, sur les dernières années, les exploitations, les aides aux exploitations ont le plus progressé? C'est tout le sud-est. C'est en gros, c'est toute la zone qui a fait la bascule en gros vers le bio et les modalités agroécologiques. C'est pas unanime, etc., etc. Mais enfin bon, en gros. Et là, vous avez en creux une zone qui ne touche pas et ne touche pas plus. Et c'est pile l'endroit où les deux dernières grosses révoltes agricoles ont pété. En gros, c'est on touche rien et ça s'arrange pas. Alors qu'en fait, il y en a qui touchent, et il y en a qui ne touchaient pas, mais en fait, ils sont en train de toucher. Et nous. Alors, c'est pas une revendication juste de « et moi, et moi, et moi ». C'est le signe aussi d'un abandon, d'angle mort, etc., etc. Et qu'est-ce qui s'est passé sur la dernière révolte du printemps? En fait, elle commence là. Elle se solde par un deal entre Genevard, le gouvernement et la FNSEA. Ceux-là profitent de la révolte de ceux-là pour faire la peau à ceux-là. Et les derniers qui grognent, alors que la révolte est partie de là, c'est ici, en disant en fait, mais c'est pas possible en fait, vous êtes en train de détricoter ce que vous étiez en train de bien faire.
Ça montre assez ce vers quoi on va dans les prochaines années. C'est en gros des conflits sectoriels et territorialisés de répartition de la ressource. 2022, à l'automne, crise inflationniste sur les ressources et grande grève sur le pouvoir d'achat. À l'intérieur de la grande grève sur le pouvoir d'achat, vous avez une sous-grève qui tape sur les raffineries. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elles ont été bloquées. D'ailleurs, ça a été vu par tout le monde comme le signe que le pays allait se bloquer, c'était vachement bien. Sauf que si vous regardez dans le détail les revendications syndicales, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, notamment deux centrales, CGT et CFDT, se retrouvent un peu emmerdées, parce qu'en fait, les revendications nationales, c'est en gros plus de pouvoir d'achat pour tout le monde, faites la peau aux super profits des pétroliers pour les redistribuer à tout le monde. Et en même temps, sur le terrain, au cul des camions à la sortie des cuves, la revendication, c'est redistribuer les surprofits des patrons aux salariés, de la filière. Et donc, à l'intérieur, dans les confs, vous avez eu des tensions, parce qu'en gros, il y avait des fédérations qui disaient aux autres, même en fait, on est sur un combat national, là, donc toi aussi, il va falloir que tu lâches un tout petit peu. Et donc, on voit bien que, y compris par exemple en ce moment, le MEDEF est super emmerdé, parce que, ça se voit pas trop, hein, mais si. En fait, il tape beaucoup sur la question des aides au sens large. Et en même temps, ils ont besoin, ils ne sont pas idiots, il y a plein de secteurs qui ont absolument besoin d'aide en ce moment. Sur les secteurs en émergence, pour lesquels les marchés ne sont pas stabilisés, pour lesquels il y a vraiment besoin de soutien. Le problème, c'est que, comme par ailleurs, le discours, c'est pas de prélèvement en plus, il va falloir faire la redistribution à moyen constant. Donc en fait, il va falloir prendre à certains pour donner à d'autres. Et donc en gros, il faut prendre à certains secteurs, et donc à certaines entreprises, pour donner à d'autres secteurs et d'autres entreprises. Y compris certains secteurs et certaines entreprises qui sont en difficulté, parce que c'est des secteurs en déprise et en décroissance. Et donc, on va avoir ça sur plein de secteurs, sur plein de territoires, sur plein de questions sociales, des bascules de redistribution à penser. Et ça, en fait, pour le faire, on va absolument besoin arriver à discuter ensemble. Donc le moment qu'on vit là, il y a une urgence évidemment écologique majeure, il y a plein d'urgences sociales de tous les côtés, mais en réalité, le sel de tout ça, c'est l'urgence et la crise démocratique à laquelle on est confronté, parce que si on n'est pas capable de discuter ensemble des choix à faire, non seulement on ne va pas pouvoir les faire, mais en plus on va tous se taper sur la gueule. Et on le voit en fait, ça se tend sur la capacité des services publics à desservir de manière équitable tous les territoires, ça se tend sur la capacité à redistribuer correctement le patrimoine entre les différents ménages, et ça se tend sur le rapport des uns et des autres à la démocratie. Les jeunes et les ouvriers, par exemple, aujourd'hui, considèrent globalement en Europe, tout pays confondu, c'est partout pareil, qu'ils ne sont pas écoutés. Et que les transitions, elles se font sur leur gueule. Et alors que, pour certains, c'est les plus fragiles, pour d'autres, c'est l'avenir, et en réalité, en fait, ça pose des questions très profondes sur où on va ensemble. Et globalement, cette question-là, c'est celle qui est décisive et majeure pour les prochaines années, et paradoxalement, c'est le moment où on est le moins armé pour le faire. C'est-à-dire que quand on a fait tout ce travail, très souvent on s'est rendu compte que quand on tirait un fil historique, ça renvoyait en gros à des systèmes institutionnels qui s'étaient installés au milieu du 19e siècle. Le modèle familial, j'en rigolais tout à l'heure, un papa, une maman, le chien, blablabla, en fait ça s'installe au milieu du 19e siècle. Le modèle de l'école tel qu'on au milieu du 19e siècle. Les modèles d'organisation dans les entreprises, milieu du 19e siècle. Et les institutions, elles ont une durée de vie moyenne entre 50 et 80 ans, et vous avez un processus de création destructrice d'institutions en permanence. On pourrait à la rigueur y faire face. Le problème, c'est que pour que les institutions vivent, meurent, il y a besoin que la société soit bien posée sur ces différents piliers. Et ça, c'est en ça que le moment qu'on vit est très très compliqué à négocier,
c'est qu'on a sédimenté, depuis 400 ans, des couches institutionnelles, métastructures institutionnelles hyper solides. Au XXe siècle, on a posé tout un système de sécurité et de démocratie sociale. Il est percuté de plein fouet par la globalisation. Au XIXe siècle, on a posé un système de démocratie civique. Il est percuté par les populismes et les autocraties. Au XVIIIe siècle, on a posé un système le système de référentiel de l'individu raisonnant, libre, le sujet citoyen. Il est percuté de plein fouet par les réseaux sociaux et par l'intelligence artificielle et par les rapidités de connexion qui vont plus vite que nos capacités cognitives. Au XVIIe siècle, on a posé le socle de notre rapport à la nature avec le débat en gros entre Descartes, Hobbes et Spinoza qui est réglé par Descartes. Les animaux, c'est des machines, et la nature, on est là pour l'exploiter. Je le fais évidemment de manière caricaturale, mais en gros, ça débouche sur 4 siècles d'extractivisme productiviste. Et ces 4-là, ils explosent. Parce qu'on se rend bien compte qu'on ne peut plus fonctionner comme ça avec la nature, qu'on se rend bien compte qu'en fait, on est en butte à nos capacités cognitives, qu'on se rend bien compte qu'en fait, nos modèles de décision politique ne fonctionnent plus ou mal, et que nos modèles d'organisation sociaux fonctionnent mal. Et donc, au moment où on en aurait le plus besoin, nos institutions sont fragilisées et le socle démocratique et politique sur lequel elles ont été construites vacille. Or, la promesse que porte la démocratie, elle est plus vivante que jamais, puisqu'en fait, on a, pour affronter ça, la seule solution qu'on a, c'est de discuter tous ensemble, de confronter nos ressentis, nos perspectives, de manière à pouvoir construire une vision partagée de l'avenir. Parce qu'on est dans une profonde crise de représentation et de récit. Et si l'humain n'a pas de récit et de représentation, il ne peut pas avancer. Donc en gros, on a besoin d'espaces dans lesquels on peut discuter, réfléchir et construire ensemble des visions de l'avenir riches des représentations de chacun. Et pour faire ça, en fait, on n'a plus les espaces pour le faire. C'est pour ça que la responsabilité majeure de la politique aujourd'hui, c'est ça. C'est créer des espaces dans lesquels les individus vont pouvoir, et les collectifs qu'ils forment, vont pouvoir se projeter et projeter des avenirs communs. Sinon, je crois qu'on a suivi du début jusqu'à la fin. Et bon, peut-être qu'on peut passer à quelques échanges, s'il y a des questions. Parce qu'on fait comme ça. Oui, comme ça, il y a déjà une question. J'ouvre le feu. 3 petites questions. Si vous pouviez juste donner votre prénom. Jean-Yves, donc, pour ceux qui me connaissent. Oui, donc je vais parler de sujets qui me tiennent à cœur. Lorsque j'ai fini mes études à l'économie, je les finissais en étant formé à la planification et au développement. Puis à ce moment-là, ça s'arrêtait, la planification. Or, là, justement, est-ce que ce sujet ne revient pas d'actualité? Alors, bien sûr, orienté avec un sens démocratique différent aujourd'hui, ça ne peut pas venir d'en haut, pour dire les choses simplement. Deuxième petite question sur la FBCF, la formation brute de capital fixe, dont il était question au tout début. Comment peut-on, selon toi, orienter la qualité de cette formation brute de capital fixe qui me semble être essentielle pour un développement justement efficace? Et enfin, dernière petite question sur l'angle mort qu'il y a quand même dans notre façon de voir les choses par rapport à l'Extrême-Orient, la Chine, pour être plus clair, qui, sur le plan géopolitique, quand même, pèse aujourd'hui de plus en plus lourd, et on a tendance à ne pas la voir vraiment, me semble-t-il, la Chine comme le pilier de l'économie mondiale, et donc de l'évolution de tout ce qui peut se passer dans les années à venir. Voilà. Merci. On va laisser répondre. Non, on va prendre plusieurs. D'accord.
Merci pour cette présentation. Avec un peu de provocation, je vais dire que j'ai hâte de ce nouveau monde une fois que la partie de crise sera passée. Là, tu te projetais à 2050. 2050, en France, on sera notamment ici à une température liée à l'Andalousie, mais 2100, ils projettent les températures liées au Maroc. Je ne sais pas dans quelle mesure vous avez aussi anticipé ces questions-là à l'échelle 2100, 2150, parce que 2050, c'est déjà super d'arriver à se projeter. On a du mal, nous, en tant qu'être humain, à se positionner pour les générations à venir. Mais bon, moi, pour le coup, en 2050, j'aurai 50 ans, donc je sais qu'après, je vais faire potentiellement des enfants, puis des petits-enfants, donc je sais qu'ils vont connaître 2100, etc. Donc voilà, est-ce que tu as des pistes sur 2100, sachant que la période de crise et de guerre risque de durer assez longtemps quand même. Et c'était lycéen. Il y a une question ici, et après on passera le micro là-bas, peut-être comme ça on change de camp. Oui, Denis, moi j'adhère complètement à l'idée que le 19e siècle nous a mis dans une situation de contrainte absolue, parce que c'est lui qui a fabriqué nos imaginaires. Et il n'a pas fabriqué que nos imaginaires, c'est la surpuissance du fait colonial qui aboutit aussi à la situation dans laquelle on est. Certains, à partir du 19e siècle, le monde vit une accélération formidable, absolument invraisemblable dans tous les domaines, de la technique, de la science, de la recherche. Et aujourd'hui, ce qui nous dépasse, c'est qu'avec nos modèles du 19e siècle, on voit bien que nous ne vivons pas dans un monde qui est celui de cette pensée-là. Certains tirent la sonnette d'alarme en disant « nous n'avons plus que 2 ou 3 ans devant nous pour arriver à changer la donne en matière de pensée, de conception du monde ». Parce que toutes ces projections qui nous ont été proposées, me semble-t-il, part du présupposé que malgré tout ça continue. Quelque chose continue, malgré nous, et nous amène à une situation un peu affolante, parce qu'elle pose la question de la vie quotidienne difficile. Et donc, moi je me pose cette question, est-ce qu'on n'a pas ce besoin aujourd'hui de porter, parce que j'apprécie beaucoup d'entendre dire qu'il s'agit maintenant de discuter. Mais pour discuter, il faut que ça s'arrête, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut dire, osons s'arrêter pour prendre le temps de discuter. Parce que sinon, la fulgurance de l'accélération est tellement impressionnante que moi, si je m'arrête et qu'autour de moi ça continue à cette vitesse, on disparaît. Donc la question c'est, dans ce principe, ne faut-il pas être radical? Je pense par exemple à Éric Sadin qui fait des recherches sur l'intelligence artificielle, qui lui pose la question de la radicalité, de l'obligation que nous avons de discuter, donc d'arrêter pour pouvoir discuter. C'est très complexe parce que arrêter, ça suppose que tout de suite, il va y avoir peut-être des difficultés de vie quotidienne encore plus énormes. Donc c'est un sujet, me semble-t-il, très, très complexe. Une dernière pour faire d'abord Trimor. Moi, ça sera très court. Cet exposé m'a passionné puisque vous avez ouvert les perspectives de l'avenir. Mais il y a un mot que je n'ai pas entendu, c'est peut-être un peu évoqué en filigrane par Denis, c'est le mot sobriété. Et je ne l'entends pas beaucoup non plus de la part de politiques. Merci.
pas autour du même sujet. En gros, c'est comment est-ce qu'on arrive à dompter la bête. Ça rend la question de la planification. D'une certaine manière, la question, si je commence par ce que pointait Lisea, en fait, à horizon 2100, on a les données climatiques, et même les données climatiques commencent à devenir incertaines. Parce que en gros, les données climatiques à 2050, elles sont sûres, parce qu'elles dépendent de ce qu'on a fait les 25 dernières années et avant. Les données à 2100, elles dépendent en partie de ce que nous, en tant que planète, ferons d'ici 2050. Donc ce sur quoi on a essayé de travailler, c'est sur les bases les plus sûres. En démographie, par exemple, en gros, on ne sait pas comment évoluera dans les 15-20 prochaines années le taux de natalité et le taux de fécondité. En revanche, ça n'a aucun impact, ou très marginal, sur la population française à 2050. En revanche, ça a un impact. Se tromper d'un pouillème sur le taux de natalité ou le taux de fécondité, là, a un effet majeur à partir de 2050, puisqu'en gros, jusqu'à 2050, on fait juste plus ou moins 50 000 naissances tous les ans, donc ça fait plus ou moins 500 000 à l'arrivée, quoi. Millions. Mais on n'est pas... Le moment où les gens qu'on n'avait pas vus, ou qu'on avait vus mais qui ne sont pas là, font des enfants ou n'en font pas, là pour le coup on a de l'effet en chaîne, avec des dynamiques complètement exponentielles sur les erreurs qu'on fait. Sur le climat, c'est un peu pareil. On le voit d'ailleurs sur toutes les courbes qui sont faites et qui sont dans le cadre des travaux du GIEC, etc. En gros, on avait un truc en entonnoir qui est très très resserré là, pour le canal sur les 15-20 prochaines années, et à la hausse comme à la baisse, quoi. C'est vraiment un trend, quoi. Mais au-delà de 2050-2060, ça s'évase beaucoup. Et en fait, ce que nous allons faire dans les 20 prochaines années, est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on ralentit? Est-ce qu'on planifie? A des conséquences majeures sur la suite. Donc moi, déjà que je ne sais pas trop ce que sera l'avenir, puisque c'est pas de la prédiction qu'on fait, c'est juste essayer de poser des repères. Encore plus à partir de 2050-60. En revanche, ce qu'on voit sur les mécanismes démographiques et sur les mécanismes climatiques, c'est qu'on a dans tous les modèles des points en économie, en démographie et en climat, on a des points de bascule autour de 2070. J'en parlais tout à l'heure sur le Nigeria qui passe devant la Chine, sur en termes d'économie, le décollage complet de l'Inde et le décollage de l'Afrique, qui en gros, on estime en gros que l'Afrique devrait être autour de 2050 dans la situation de l'Inde aujourd'hui. Et l'Inde devrait être en 2050 dans la situation de la Chine aujourd'hui. Et si vous vous projetez, c'est-à-dire qu'en gros, d'ici 2060-2070, l'Afrique est dans la situation de l'Inde d'aujourd'hui. Donc en fait, on a 1,5 milliard d'habitants qui pour la plupart ne sont pas encore nés, qui sont dans cette situation de... Donc là, on est sur des trucs qu'on ne maîtrise absolument pas, ne serait-ce que par exemple sur la... Et ça va être en partie une façon pas de répondre, mais de réagir à la remarque sur Stop. C'est un vrai dilemme, c'est-à-dire que alors d'abord, ça s'accélère très très vite, mais à un point et encore plus accéléré par l'IA. C'est-à-dire que quand vous regardez les études comparatives que les experts des évolutions de l'IA faisaient en 2019, un cabinet de conseil un peu connu, McKinsey, a fait un benchmark comme ça, en gros auprès d'une cinquantaine d'experts de l'IA, en 2019. En gros, ils leur ont dit, ils ont posé une certaine, en gros, capacité de calcul, capacité d'élocution, capacité de reconnaissance graphique, capacité d'interaction immatérielle, capacité de création. À quel moment est-ce que vous estimez que l'IA sera capable d'atteindre le niveau de l'humain moyen? À quel moment vous estimez que l'IA atteindra le niveau du top 10 de l'humanité?
Et en gros, en 2019, il disait c'est niveau moyen de l'humanité sur les capacités de calcul, sur les capacités d'élocution, allez, 2027, 2030, puis tout le reste c'était au-delà de 2035, et les capacités politiques, le plus compliqué, capacité à interagir en direct sur des systèmes de représentation dans le cadre collectif. Il disait en gros, la capacité moyenne autour de 2045, et il n'y avait pas de date pour la capacité des humains les plus amènes. Ils ont fait le même truc 4 ans après, en 2023. Et les mêmes ou quasiment experts ont dit, en fait on s'est un peu planté. C'est-à-dire que sur quasiment tous les trucs, ça s'est déjà fait. Et sur les capacités les plus évoluées, on estime que l'IA atteindra le niveau moyen de l'humanité autour de 2025-2030, et le top 10 de l'humanité d'ici 2035, ça sera éclaté sur tous les domaines. Mais ça a des conséquences majeures sur tous les espaces de projection. Je parlais des questions d'accélération. En fait, quand vous imaginez les capacités d'innovation technologique, en général, vous avez des générations de chercheurs qui fonctionnent sur des programmes de recherche. Et en gros, ça dure quasiment une génération, 15-20 ans. Quand vous vous projetez à 20 ans, vous savez à peu près quelles sont, si vous allez vous renseigner aux bonnes sources, vous savez quelles sont les innovations qui sont dans les tuyaux. Et donc en gros, vous pouvez à peu près projeter un état technologique de l'humanité à horizon 15 ans, et donc anticiper les cadres de régulation ou anticiper les débats et les problèmes que ça va poser. En fait, aujourd'hui, ça s'accélère tellement qu'on n'est pas capable. Enfin, les programmes de recherche sont passés de 15... Enfin, il y a quelques décennies, c'était 50 ans. C'est passé à 15, maintenant c'est 5. Et donc en gros, le truc c'est que les programmes de recherche de dans 10 ans, ben, ils ne sont pas connus, puisqu'en fait ils vont rebondir sur les découvertes des programmes de recherche en cours, qui seront aboutis, et donc ils vont créer leur propre espace de recherche. Pour vous donner une idée, quand on a commencé à travailler sur le bouquin, on l'a écrit assez vite. Hein. On a mis 6 mois pour l'écrire, et quand on a commencé à travailler sur le bouquin, un des principaux facteurs de mortalité estimés à horizon 2050, c'était la résistance antibiotique. Parce ça faisait 60 ans qu'on n'avait pas trouvé, ou 50 ans, je ne sais plus, qu'on n'avait pas trouvé de nouvelles classes antibiotiques. Et en fait, on commençait du fait de la surexploitation dans les fermes massives des États-Unis, d'Australie, etc. On atteignait la résistance antibiotique sur 5 des 7 classes. On estimait que globalement, on atteindrait les deux, on saturerait. Et donc en gros, ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'on ne saurait plus soigner les bactéries, et donc on aurait le retour des grandes épidémies. Et qu'on ne savait pas y faire face. Parce qu'on n'avait plus les moyens médicaux. Et en 2 mois, ils ont importé des mécanismes d'IA sur de la reconnaissance, sur des énormes bases de données. Ils ont trouvé 2 classes d'antibiotiques sur des molécules super basiques qu'on n'avait pas vues. Et parce qu'en fait, c'était pas du tout fait pour ça, c'était sur des queues de comètes de programmes. Et en gros, il y a des trucs qu'on voit comme des énormes impasses et qu'on va résoudre, il y a des trucs qu'on ne voit pas arriver et qui vont devenir des problèmes. Et ça, en fait, donc ça pose un vrai sujet d'accélération. Le problème, c'est que, en fait, il y a un côté, si c'est pas nous, c'est les autres. Je me souviens, pendant plusieurs années, j'enseignais l'économie. Maintenant, je fais plutôt de la science politique. Mais, et j'avais, dans les 10 dernières années, en gros, à partir de 2010, mes étudiants à Sciences Po me demandaient de faire un cours sur la décroissance. Et je leur disais, on va faire un peu plus même qu'un cours, on va le faire de manière participative, c'est vous qui allez faire le cours. Et moi, en fait, on se fixe ça au début, et moi, je serai là pour vous aider, on se fait 3-4 séances de préparation, etc. Et de manière systématique, il m'amenait, c'était systématique, chaque année c'était la même chose, il m'amenait le modèle de Détroit, le modèle de Noël, voilà, 3-4 endroits super sympas. Je leur disais, mais en fait, Détroit, ça a été subi. Et dans le Nord, c'est juste financé avec ArcelorMittal. Donc, vous avez un petit sujet. Et puis surtout, en fait, le problème, c'est que quand on va décroître en France, pendant ce temps-là, la Chine, ils ne vont pas décroître. Et donc, en fait, on voit aujourd'hui ce que pèse le déséquilibre technologique dans une conquête militaire avec les difficultés qu'on a à défendre le front est européen.
en fait, il y a des terres, il y a des terres saines encore à peu près, il y a de la population, en gros, il y a plein de ressources à convoiter. Et qu'on en revient sur un ton de tension géopolitique, il y a un moment donné où il y a une vraie question qui se pose, c'est-à-dire en gros, on porte un modèle, l'Europe est à peu près, alors de manière plus ou moins efficace, plus ou moins stable dans le temps, on voit bien que c'est très très compliqué en ce moment. Enfin bon, à l'échelle mondiale, l'Europe est un des continents qui essaie de pousser le plus au ralentissement, à l'adoption de normes, etc., etc. Et on voit bien qu'en fait, alors non seulement c'est compliqué à Bruxelles, mais en plus, ça se traduit par le fait que les choses se passent ailleurs, et on est en train de se retrouver dans une situation de perte de souveraineté, ou en l'occurrence de potentielle dépendance technologique, militaire, diplomatique. Et donc il y a un vrai débat à avoir sur à quel rythme et à quelles conditions on fait cette maîtrise. Parce qu'on voit bien que si on ne maîtrise pas, ça va nous péter à la gueule, et si on maîtrise trop, on va se faire péter à la gueule. Et donc en gros, là pour le coup, il y a un vrai débat de société à mener là-dessus. Parce que moi j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire stop tout seul. Et la question c'est à quelles conditions et comment on va réussir à freiner tous les autres, quoi. Mais pour freiner, c'est toujours pareil, quoi. En fait, pour freiner, il faut dominer. C'est les cadres du 19e, mais ils se trouvent un peu durs sur le 19e siècle. Moi je pense que c'est plutôt le 20e qui a mis une chape de plomb sur l'imaginaire. Le 19e siècle est un siècle dans lequel il y a énormément d'imaginaire et d'invention et de variations de genre sur les modèles, et tous les modèles, là, le modèle familial, le modèle coopératif, le modèle... Tout ça, il y a plein de trucs à aller puiser dans le 19e pour inventer la suite. D'un certain âge autour de vous écouter, c'est très intéressant, mais est-ce que ce discours que vous avez dit très intéressant sur le fond, vous communiquez aussi aux jeunes d'aujourd'hui, aux collégiens qui vont être, elle calculait tout à l'heure, elle disait ce sera en 2030, mais c'est ouf, bah oui, ça sera déjà très 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 grand, mais est-ce que cette communication-là, vous la faites aussi, est-ce qu'elle est aussi accessible, enfin du coup j'interpelle aussi le professeur qui est à côté de vous, savoir si c'est ce genre de discours qui sont aussi transmis aux élèves aujourd'hui. Alors, nous, en fait, moi j'interviens pour ton envie, mais en fait, on a construit le livre pour qu'il soit appropriable. C'est-à-dire que quand vous regardez le livre, ça va être la minute de TDAH. En fait, le livre, il est construit de manière systématique sur la base de double page, avec un enjeu et des cartes ou des graphiques, avec comme contrainte qu'on s'est mise que sur chacune des pages d'illustration, il y avait au moins une carte, au moins une donnée 2050, et jamais un discours unilatéral. C'est-à-dire qu'en gros, les cartes et les données doivent être contradictoires entre elles-mêmes. De manière à ce qu'à aucun moment, on ne soit tenté, nous, en tant qu'auteurs, de se laisser aller à imposer une vision. Ce qu'on porte et qu'on dit, c'est qu'en gros, 2050, c'est ouvert. Et c'est pas à nous, trois technos, de dire comment ça va se passer. Donc on a organisé le livre pour qu'il soit dans chacune des pages porteur de débat. Et les retours que j'ai de profs, c'est que, alors plutôt profs d'université, en premier cycle universitaire, me disent qu'en fait, ils s'en servent beaucoup et quasiment comme des planches à découper, quoi. Ils disent, ce qui est vachement bien, c'est qu'en gros, il est très très polymorphe et il se prête énormément au débat. Nous, c'est ce qu'on a voulu. C'est que le bouquin soit un appel au débat et qu'il soit livré à l'espace public. Après, je manque de chance, moi, pour mes lancements de bouquins, c'est-à-dire que le précédent, La promesse démocratique, je l'avais lancé l'avant-veille de l'invasion de l'Ukraine, donc autant vous dire que tous les plateaux télé ont été annulés, et celui-là, je l'ai lancé l'avant-veille de la dissolution.
J'en ai pour l'année prochaine. Vision politique différente. On va reprendre les questions. Je prends d'histoire, pas de... L'histoire en prospective est facile. Merci déjà pour cet exposé qui était super intéressant, ça m'a rappelé mes années fac. Voilà. Et voilà, j'espère, non je me suis proposé qui va un petit peu dans le prolongement de ce qui a été dit précédemment. En l'occurrence, le fait qu'on a évoqué le côté élève, enfin, de transmission auprès des enfants par rapport à votre ouvrage, mais moi je trouve que ce que vous dites est passionnant. Et j'aimerais savoir quelle est votre audience, entre guillemets, auprès des institutions publiques. Est-ce que vous avez eu une porte ouverte pour expliquer tout ce que vous nous avez dit jusque-là? Et justement, est-ce qu'on vous a proposé de mener des missions? Enfin voilà, comment concrètement ça s'impose auprès des institutions publiques? Alors, c'est compliqué parce que pour faire ça, il faut avoir des institutions publiques en face de soi. Il ne doit pas échapper que ça n'arrête pas de changer. Et puis donc en gros, ils n'ont pas le temps de s'installer, de faire une mise d'invitation. Mais oui, j'ai été invité 2-3 fois à l'Élysée pour en parler. J'ai rencontré des ministres. Donc après, sur les questions d'émission, c'est plus compliqué parce que ça renvoie à une forme d'éthique et de choix personnel, d'organisation et d'orientation de vie. Mais comme je vous le disais, il y a 15 ans, moi j'ai basculé et j'ai arrêté de faire le techno. J'ai arrêté de faire des rapports et j'ai refusé de faire des rapports. En gros, en disant, en fait, la question aujourd'hui, c'est pas que les dirigeants de ce pays s'en tiennent quitte une fois de plus en ayant commandé un rapport, c'est qu'ils aillent voir les habitants de ce pays. Donc en fait, j'ai vu Clément Beaune, le secrétaire général du plan, qui a lancé un truc prospectif. Et en gros, je lui ai dit, moi je veux bien, mais à une condition, c'est qu'en fait ce ne soit pas moi, c'est qu'on fasse une tournée dans le pays. C'est pas une nouvelle. Mais en fait, ma réponse est systématiquement celle-là. En gros, en disant, en fait, moi je ne bosserai qu'avec des dirigeants qui considéreront que le point de départ, c'est d'aller en discuter avec les habitants de ce pays. Parce que si en fait, un expert en vaut bien un autre. Et moi j'ai fait beaucoup de boulot, etc., mais en réalité, il y a d'autres experts qui pourraient faire aussi bien, peut-être mieux, sur secteur par secteur. En fait, les diagnostics, ils sont là. On l'a vu avec la Convention citoyenne sur le climat. Je veux dire, les experts, tout est là. La seule question, c'est le passage à l'acte. J'avais plein de copains qui bossent à la Direction générale de l'aménagement, du logement, de l'habitat et tout. Ils m'ont dit, quand ils ont regardé les sorties de la Convention citoyenne, ils ont dit, rien de nouveau sous le soleil. Ces trucs-là, on les a dans toutes les propositions, on les a dans les cartons depuis 15 ans, on se fait systématiquement contre-arbitrement en réunion interministérielle par Bercy. Donc la question, elle n'est pas d'avoir des propositions, elle est d'avoir du rapport de force. Donc sur 2050, je veux bien faire des rapports. Je sais, peut-être que c'est de la fausse modestie, c'est de la modestie mal placée. Je pense que un rapport de plus ou de moins de JD, ça ne changera pas la donne sur la politique nationale. Or, ce dont il y a besoin aujourd'hui, c'est de changer ça. Donc en gros, moi, ce que je dis, c'est, quand ils me demandent, on va ensemble. Moi, ce que je peux faire, et ce que depuis 15 ans maintenant, j'ai repris une boîte et je sais gérer ça, je sais faire ça. Je leur dis, je peux vous organiser un débat national dans le pays sur 2050 pour bouger les rapports de force. Et ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce que, pour plein de raisons, ils ne veulent pas parce qu'ils ont peur, ils ne veulent pas parce qu'ils méprisent les habitants, et ils ne veulent pas parce qu'ils sont en partie tenus par des intérêts plus ou moins instables. Alors, je dis, ils ne sont pas tous dans cette situation-là, ils ne sont pas tous systématiquement tenus, etc., mais il se trouve que le cocktail débouche systématiquement sur la même non-action à la sortie. Et je parle de ça, mais je ne suis pas en train de faire de l'antimacronisme de base. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je dis là, je suis allé présenter ça à une bonne partie des dirigeants politiques et des think tanks de gauche et de droite, et ils ont tous la même réaction, ou quasiment, à quelques très très rares exceptions près. Parce qu'en fait, ils pensent qu'ils ont les programmes.
Même pour 2026, ils ont déjà tous les programmes dans la tête. Et je leur dis, mais tu vas pas pouvoir le mettre en œuvre ton programme. C'est en fait la réalité économique, sociale du pays. Le programme, il va être mis en œuvre avec les habitants de ce pays. En réalité, c'est une orientation collective qu'il faut porter. C'est ça aujourd'hui. Donc en fait, moi, c'est pour ça que j'ai pas fait de rapport ou quoi que ce soit. Et c'est aussi pour ça que c'est difficile. Mais vous savez, enfin, dans la promesse de l'Aube, Romain Gary écrit c'est facile de savoir, c'est facile de comprendre pourquoi est-ce que aussi peu de gens sont allés rejoindre De Gaulle à Londres. Parce que en réalité, ils avaient des meubles. Et je pense que le confort, en dépit de tout ce qu'on a dit là, on est plutôt pas mal, non? On est plutôt pas mal. Encore trop bien. On peut encore attendre 5-6 ans, non? Ou la génération d'après. Puis on s'adaptera si jamais ça pète. Et donc en fait, la sortie de son confort, comme ceux qui sont dans des situations de décision, sont quand même plutôt globalement dans le confort. En fait, se sortir les doigts pour aller se castagner avec une réalité compliquée à penser et à construire, et bien en fait, c'est compliqué, parce que c'est aussi basique, mais ça se lie à des détails. Je fais des réunions publiques dans tout le pays. Il faut que j'arrive à convaincre les gens de les faire le soir. Pendant la journée, si vous faites pendant la journée, j'ai des agents pour venir faire le soir. Oui, mais le soir, il n'y a pas d'habitants. Enfin, le soir, il y a des habitants. Donc si vous voulez voir des habitants, vous ne pouvez pas faire ça entre 14h et 17h. Et mais c'est quand même là que j'ai mes agents pour ouvrir les portes et pour... et ouais, mais ça vous fait rire, mais c'est quand même, la dure réalité du truc, quoi. Et donc en gros, ça là, le fait que il faut quand même se mettre dans une situation d'inconfort matériel parfois, mais psychologique. Enfin, moi, à titre personnel, c'est compliqué parfois de s'obliger à penser un truc avec lequel on n'est a priori pas d'accord, en se disant mais en fait ça va arriver, ou alors tu es obligé de penser, tu es obligé de te confronter à ça. Il y a 50% de la population qui pense ça. C'est pas des cons. Pourquoi ils pensent ça? D'où ça vient? Tout le précédent bouquin sur 50 cartes à voir avant d'aller voter, on avait pris 5 débats qui revenaient de manière systématique dans les élections. C'était mieux avant. L'archipel. On est tous foutus. En gros, il y a 5 débats qui reviennent de manière lancienne. Tous les chercheurs un peu sensés et cohérents en économie ou en sociologie ou en sciences humaines disent que c'est des débats, c'est des questions qui n'ont pas de sens. La France, il n'y a pas de France périphérique archipélisée, c'est faux. La France vivait pas mieux avant. On vit mieux aujourd'hui, on est plus riche, on est plus. Le problème, c'est. Donc je dis, mais en fait, oui, vous êtes bien gentil à expliquer que c'est des faux débats, mais manifestement, ça fait quand même 25 ans, 30 ans qu'à chaque élection, ces faux débats reviennent. Donc il y a peut-être des vraies questions derrière les faux débats. Et quelles sont les vraies questions qu'il y a derrière les faux débats? Se mettre en situation d'inconfort pour se dire, en fait, ouais, d'accord, mais en fait, je ne peux pas avoir raison tout seul, c'est pas possible en vrai, quoi. À un moment donné, les gens qui systématiquement, même s'ils sont mal intentionnés, etc., remettent des choses sur le tapis, il y a un fond de vrai ou d'accroche qui oblige à se confronter à pourquoi ça marche. Et ça, c'est super inconfortable, d'un point de vue politique, d'un point de vue intellectuel. Il faut vraiment m'interrompre parce que sinon après 2017, j'étais allé voir le dirigeant d'un grand parti, et il a récemment perdu des élections, en lui disant, écoute, fais une tournée des battus. Une tournée des battus. Tu prends 10 députés qui étaient bien enracinés dans leur circo et qui se sont pris une dérouillée aux dernières élections. Et ils y vont ensemble. Les 10, dans chacune des circos, ensemble. Une circonscription rurale, une circonscription urbaine, au nord, au sud, à la plage, à la montagne. Et le pitch, il était très simple, c'est, en fait, on ne s'est pas levé tous les matins en disant comment on va tuer votre vie, quoi. Comment est-ce qu'on va péter le pays? Non.
Ils se sont levés, les députés, pendant 5 ans, tous les matins, de 2012 à 2017, en voulant trouver des solutions, en essayant de faire des efforts, en pensant bien faire. Et à la fin, ils se prennent une dérouillée. À un moment donné, les députés reviennent vers les habitants en disant « Manifestement, il y a un truc qu'on n'a pas compris. On voudrait juste comprendre. » Et bien alors, c'est pas vendeur. C'est pas vendeur. Ouais, c'est pas vendeur, mais en fait, moi je reste convaincu que politiquement, ça aurait donné énormément d'avance à la gauche en général, d'ailleurs au sens large, mais en 2019, quand ça pète avec les Gilets jaunes, on est reçu à Matignon, on est reçu à l'Élysée pour essayer de trouver une solution. On est parmi ceux qui ont divisé l'idée dans le grand débat, en disant notamment à Matignon, en fait, vous ne pouvez pas aller juste voir les Français sur la fiscalité et la taxe. Vous avez en face de vous une crise politique majeure, ça va péter de tous les côtés. Donc en fait, vous devez aller voir le pays. Et vous devez même faire un effet aller au-delà de la demande en prenant le terrain de manière quasi révolutionnaire, en gros en disant en fait on va dépasser le truc et on va créer ce qui est devenu le grand débat national, un débat politique et démocratique sur l'ensemble du truc. Et on leur dit vous devez y aller sans aucun thème et vous devez réembarquer toutes les institutions parce qu'en fait les syndicats sont dans la même situation que vous, les collectivités territoriales sont dans la même situation que vous et donc en gros profitez-en. Le président de la République ou le Premier ministre, pour les questions de continuité de service, si jamais il y a une bombe qui tombe, le président du Sénat ou de l'Assemblée, les grandes centrales syndicales, les grandes centrales patronales, les représentants des maires, et 30 à 40 personnes comme ça, qui viennent voir dans tout le pays des salles de 250, 300, 400, 500 personnes qui se taisent, qui écoutent. Et le lendemain en préfecture, on débriefe. Porte fermée, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as compris. Et on ne saura jamais rien de ce qui se dit, mais tout le monde discute. De manière à refonder et réancrer. Et en fait, à la fin, ça s'est soldé par le fait qu'on s'est fait dégager, parce qu'ils ont dit en gros, on veut sécuriser au maximum le truc, parce qu'on est dans une crise démocratique telle, en fait, on ne peut pas ouvrir encore plus la crise. Et en fait, l'idée que la crise est telle qu'on ne peut plus la maîtriser. Et que donc en gros il faut jouer, il faut l'épouser cette crise. Pas jouer une rupture révolutionnaire ou quoi que ce soit, c'est pas la question. En gros, épouser la situation de crise pour pouvoir avoir une chance de se réapproprier. Et en fait, c'est pour la plupart des dirigeants qui sont grandis, formés au XXe siècle, on parle de 2050, on est en 2025, quand vous regardez, quand on a écrit le bouquin, alors là, ça a un tout petit peu bougé à la marge, mais en 2024, tous les dirigeants du top 5 de la planète avaient plus de 50 ans en l'an 2000. C'est-à-dire qu'en gros, tous les dirigeants de 2000 avaient plus de 50 ans en l'an 2000. Ça veut dire qu'en fait, ils ont été formés mentalement, parce qu'après, on a une porosité du cerveau qui diminue. Et donc, en gros, la capacité à remettre en cause les cadres dans lesquels on a structuré ces valeurs, ces pensées, ces modèles d'action, etc., en fait, ils sont globalement, c'est globalement stabilisé à 30 ans. C'est très très compliqué, au-delà de 30 ans, de remettre en cause des gros piliers. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais c'est très très compliqué. Et en gros, ça veut dire qu'en fait, on est dirigé par des gens qui ont été formés dans le monde de 1970, par des profs qui eux-mêmes avaient été formés après-guerre. Donc ça donne une idée de la capacité d'adaptation. Et donc c'est à ça que sert, et c'est pour ça qu'ils en ont besoin, c'est à ça que devrait servir le fait d'aller voir les habitants. Pour faire des réactualisations brutales et massives des cadres de français et des systèmes de recommandation. Le fait que la personne sortirait du lot aussi, alors de par cette démarche, mais aussi par rapport aux autres candidats, et donc ça se fait une idée pour les élections présidentielles. C'est pas faute de le dire dans le creux de l'oreille de
de ceux qui sont les principaux concernés. Mais manifestement, ils n'entendent pas. Bien, je vois qu'il y a quelques personnes qui commencent à quitter la salle. Donc, bon, je voudrais peut-être qu'on s'arrête là pour ce qui est un verre, pour ceux qui le souhaitent, pour fêter la fin de l'année. Remerciez beaucoup Frédéric parce qu'il a ouvert le débat. Donc, quand on disait où est-ce que Frédéric peut avoir voilà, de l'audience, en tout cas, les CAUE sont faits aussi pour porter ce type de débat et on en fait la preuve régulièrement ici, avec ces cafés-débats qu'on organise depuis quelques temps, mais avec plein d'autres rendez-vous. En tout cas, c'est la vocation et la mission du CAUE, et on le fait en plus en soirée, c'est-à-dire pour permettre à tout le monde d'y accéder, avec toutes les limites voilà, qu'on peut retrouver aussi, c'est-à-dire qu'on a besoin de porter, mais c'est aussi long à faire, hein, de porter des débats dans d'autres lieux, dans d'autres cercles, dans d'autres milieux. Dans tous les cas, on n'a jamais rien à y perdre, je crois, en tout cas, encore une fois ce soir. Donc je vous invite, moi, pour Noël, à apprendre à faire des beaux cadeaux. Je pense qu'on en trouve encore voilà, assez largement dans les bibliothèques, dans les librairies plutôt, de la ville. Voilà, c'est utile et ça ouvre le débat, voilà, et cette perspective démocratique est assez réjouissante. Alors est-ce que c'est... parce qu'au début M. Grillat, au début, il me disait, bon, 2050, ça m'intéresse parce que je suis assez inquiet de ce qui peut arriver à mes enfants, à mes petits-enfants. À la fin, est-ce qu'on doit être inquiet ou optimiste? Il faut surtout avoir, comme dirait l'autre, le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. C'était ça la phrase. Hein. Bon, voilà. En tout cas, voilà, il faut qu'on fasse. Merci à tous.